Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous. Je discutais tout à l'heure avec un ami qui cherchait des conseils pour un achat horloger et ça m'a inspiré un nouvel épisode de podcast sur toutes les erreurs à ne pas faire lorsque l'on envisage d'acheter une montre. Quand on achète une montre, il y a plein de pièges dans lesquels on peut tomber, j'en ai moi-même fait les frais pour bon nombre d'entre eux, et peut-être que cet épisode permettra à certains d'entre vous de les éviter. Alors la première chose que je recommande, c'est d'éviter d'acheter une montre de substitution ou une montre mage. Quand on démarre dans les montres, on est tout de suite attiré par les modèles un petit peu iconiques et on va aussi découvrir le prix de ces montres iconiques. Et alors là, un réflexe qui peut arriver, que je vois souvent, ça va être de se rabattre sur un modèle un petit peu plus accessible, que ce soit ce que j'appelle un peu les montres de substitution ou une montre hommage, qui vont reprendre les codes esthétiques de la montre qui nous fait rêver à un prix qui sera évidemment beaucoup moins cher. Alors le problème avec ça, c'est que ça ne va pas vous combler le manque en fait. C'est-à-dire que vous allez être content de votre montre au début, puis finalement la montre d'origine va toujours rester dans un coin de votre tête, et vous l'aurez toujours pas au poignet malgré tout. Vous aurez une montre qui y ressemble, mais ça sera pas tout à fait celle-ci, et encore une fois, le manque va rester. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas comblé le besoin, vous y penserez toujours autant, et vous aurez dans les bras, ou plutôt sur le poignet, une montre qui sera un petit peu plus compliquée à revendre, parce que précisément c'est pas la montre d'origine, enfin le modèle convoité originellement. Et le problème avec ça, c'est que finalement vous allez perdre cet argent-là, alors qu'il aurait été, selon moi, mieux investi si vous le mettiez dans la cagnotte pour le modèle convoité. Alors évidemment, ça prend plus de temps de mettre l'argent de côté pour la montre, mais voilà, c'est aussi ce qui fait le plaisir de l'achat, c'est de ne pas se précipiter, c'est au contraire prendre son temps, d'économiser petit à petit, de désirer vraiment l'objet, et ensuite de pouvoir y accéder. Alors évidemment, il existe aussi des cas où la montre de ses rêves est beaucoup trop chère, et dans ce cas-là, oui, une montre de substitution qui sera différente peut être intéressante et peut être envisagée. Il y a, par exemple, si on prend des classiques de montres de plongée, dans la gamme accessible, il y aura des Seiko par exemple. Alors ça va reprendre des codes esthétiques que vous allez retrouver dans d'autres marques, Rolex pour ne pas citer cette marque, mais plein d'autres d'ailleurs. Et sachant que c'est pas Rolex qui a créé la montre de plongée pour autant, mais voilà, les Seiko ont aussi tout un univers à part, une esthétique propre, et voilà, si vous arrivez à acheter cette montre-là, cette Seiko qui sera moins chère pour ce qu'elle est et pas comme un substitut, alors là la perspective est tout à fait différente, et là dans ce cas ça peut évidemment fonctionner. Le pire dans tout ça, ça serait d'acheter une contrefaçon. Ça, pour moi, il y a pas d'excuse là-dessus, c'est mauvais sur toute la ligne, c'est illégal, ça finance tout ce qu'on n'a pas envie de financer, c'est de la mauvaise qualité, voilà, c'est vraiment, il y a aucun intérêt là-dessus, mais je suis toujours surpris de voir le nombre de personnes qui sont intéressées par la contrefaçon, le nombre de sites dédiés à la contrefaçon, même des forums dédiés, comme si c'était un univers un petit peu à part. Ça me surprend toujours, mais c'est voilà vraiment quelque chose que je déconseille. Une fois qu'on a choisi sa montre, ou en tout cas qu'on a commencé à envisager quelques modèles, il faut faire hyper attention à la taille. Il faut s'assurer que la montre ira au poignet, et il faut lire au-delà de juste du diamètre, parce que un 40 mm, suivant la taille du boîtier, suivant même la forme du boîtier, parce que si c'est une montre carrée, rectangulaire, etc., ça va toujours être exprimé presque comme un diamètre, mais finalement ça n'en est pas vraiment un, et le rendu au poignet sera différent. Même chose avec la forme des cornes, par exemple. Toutes ces choses-là, au-delà de la taille même du diamètre ou des dimensions, on va avoir un rendu différent au poignet.
Alors avec l'expérience, on peut voilà, quand on voit le diamètre d'une montre, on voit son ouverture de cadran, quand on voit encore une fois ses cornes, on sera en mesure de se dire, sans même l'essayer, si elle pourrait convenir ou pas, ou à l'inverse, enlever du champ des possibles une montre qui aurait pas les bonnes dimensions. Mais voilà, c'est quand même un critère qui est hyper important à juger. Et si vous êtes encore inexpérimenté, il faut vraiment passer par la case essayage. Je considère qu'il faut, de façon générale, faut toujours passer par la case essayage quand on peut, mais des fois quand on va chercher un modèle très spécifique qu'on connaît déjà très bien, on peut tout à fait acheter à distance, en ligne, et donc là ne pas essayer. Mais c'est-à-dire que quelque part, vous l'aurez déjà essayé en amont, même si c'est des mois avant, si c'est au poignet d'un ami ou autre, où vous avez une expérience telle qui fait que vous n'avez pas besoin de l'essayer parce que vous en avez essayé tant d'autres similaires et que vous avez déjà des points de référence. Toujours en parlant de la taille de la montre, on oublie souvent de parler de la taille du bracelet. La plupart des marques un petit peu établies, sérieuses, vont proposer plusieurs tailles, plusieurs longueurs de bracelet, ce qu'on appelle des longueurs de brin. Et voilà, ça permet d'éviter quand on a un poignet qui est soit un peu plus fin, soit un peu plus large, de partir avec le bracelet standard, parce que de base les montres seront toujours livrées sur un bracelet standard et on va même pas forcément vous proposer une autre longueur de bracelet. Mais vous allez rentrer chez vous, vous allez essayer la montre et puis au porté vous allez vous rendre compte, tiens, elle est un petit peu trop serrée ou le brin dépasse trop parce que le bracelet est trop large, et finalement vous aurez usé votre bracelet et ça sera compliqué de venir l'échanger, il faudra en acheter un nouveau. Donc là aussi ça vient avec l'expérience. Si vous savez que vous avez un poignet qui est plutôt fin, plutôt petit, et dans ce cas-là il faut tout simplement demander un brin court. Toujours sur les bracelets, un autre conseil c'est de ne pas acheter, ou au contraire de ne pas acheter une montre à cause de son bracelet. Je suis toujours surpris des personnes qui débutent dans l'horlogerie, puis qui me demandent des conseils pour une montre, et quand je les interroge un petit peu sur ce qu'ils veulent, ils me disent je veux une montre avec un bracelet en cuir ou un bracelet brun, comme si c'était pas quelque chose qui pouvait se changer. Je considère que le plus important ça va être évidemment le boîtier, le cadran. Et puis ensuite le bracelet, on en fait ce qu'on veut, on peut tout à fait le changer, de toute manière il s'use, donc on sera amené à le changer. Donc il faut pas, selon moi, prendre trop en considération le bracelet au moment de l'achat. Une autre chose à éviter, ça va être d'acheter une montre qui va être à la mode, que vous allez voir partout sur Instagram, ou que dont vous entendez parler sur un podcast par exemple. Il y a plein de montres, c'est un petit peu le pendant négatif de tout l'engouement qu'il y a en ce moment autour des montres sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On voit beaucoup de montres, souvent les mêmes, et puis ça alimente un petit peu une mode, et surtout il y a rien de mal en soi à acheter une montre qui est à la mode, mais ce qui est dommage c'est de l'acheter quand c'est la mode, et surtout de passer à côté d'autres montres parce qu'elles seraient pas sous le feu des projecteurs à un moment donné. C'est acheter une montre qui est à la mode, c'est le meilleur moyen de s'en lasser, parce que finalement les raisons qui auront déclenché cet achat ne sont pas celles qui vont vous faire apprécier la montre sur le long terme. Au contraire, vous aurez juste répondu à une pulsion un petit peu court-termiste, et vous n'aurez pas forcément accordé énormément de réflexion à l'achat, et tôt ou tard vous allez le ressentir, et ça va vous faire tout simplement plus aimer la montre, et vraisemblablement vous pousser à vous en séparer, et souvent en perdant un petit peu d'argent au passage. En parlant d'argent, une chose à éviter selon moi, ça va être d'acheter une montre seulement pour sa valeur d'investissement. Alors tout ce qui est investissement, c'est un grand sujet qui est beaucoup débattu dans l'horlogerie, qui est très controversé aussi. J'aurais plein de choses à dire à ce sujet-là, et il faudrait en faire un épisode dédié. Mais voilà, il s'agit d'acheter une montre juste pour l'investissement, pour moi c'est une erreur, ça, principalement parce que ça va priver un vrai collectionneur, une personne qui aime vraiment la montre, de pouvoir y accéder, soit parce que la montre ne sera plus disponible, soit parce qu'elle sera devenue hors de prix sur liste d'attente, etc. Alors bien sûr, je ne suis pas naïf,
on peut tout à fait acheter une montre parce qu'en plus elle a une bonne, elle tient bien sa cote, voire même sa valeur augmente avec le temps. Ça fait partie des critères à considérer, ça fait partie des critères que je considère bien évidemment. Mais voilà, il faut pas que ça soit le seul critère. Autrement, voilà, c'est plus de l'horlogerie, c'est juste de l'investissement et on passe à côté de quelque chose et voilà, ça a un impact un petit peu sur toute la chaîne. Une autre chose à éviter, ça serait d'acheter une montre juste pour la marque. Ça revient un petit peu avec cette idée de montre à la mode. On peut être attiré par une marque, pas seulement parce qu'elle est à la mode, mais juste parce que la marque nous parle. Et voilà, on va vouloir cocher cette case de la marque finalement avec peu importe le modèle, juste pour dire tiens, j'ai une montre de telle marque. Et le problème avec ça, c'est que là aussi on va acheter une montre pour les mauvaises raisons. Et certes, on aura la montre de la marque qui nous fait rêver, mais c'est pas vraiment le modèle qui nous intéresse. Et juste parce que ce modèle-ci était disponible ou moins cher, ou parce qu'il y avait une occasion quelconque, on se retrouve avec une montre qui va presque nous dégoûter de la marque, et c'est dommage. De façon générale, peut-être le conseil principal, c'est vraiment de prendre le temps d'étudier la montre, de faire ses recherches, de faire entre guillemets ses devoirs. Ça va être hyper important pour savoir si vous la désirez vraiment, si vous cherchez une montre et s'assurer de son authenticité par exemple. Il faut la connaître, et pour ça il faut passer du temps avec. On va reparler de l'authenticité un petit peu plus tard. Un écueil aussi que je constate souvent, ça va être des personnes qui vont se lancer dans cette passion et qui vont acheter tout de suite beaucoup de montres très vite. Et là on va pas en profiter. Ça va être toujours le même schéma. Ça va être la première montre, et puis souvent ça va être par exemple la fameuse montre hommage. Puis finalement on va se rendre compte que ça suffit pas, donc on va acheter la vraie, et puis à peine on l'aura acheté, on va vouloir en acheter une autre, ainsi de suite. Et puis c'est un peu un engrenage. Et alors il y a évidemment rien de mal à avoir plein de montres, et c'est même c'est même génial quand on est collectionneur. Mais ce qui est dommage, c'est d'aller un petit peu vite. Trop vite en besogne, et puis finalement de pas se contenter déjà de ce qu'on a, et de griller un petit peu les étapes. De la même manière, je recommanderais d'éviter plutôt d'acheter tout de suite une montre très très haut de gamme si vous n'êtes pas passé par des étapes intermédiaires, tout simplement parce que je considère que ce sont ces étapes intermédiaires là qui vous permettent de vous forger un petit peu un œil, une culture, un avis, de voir un petit peu ce que vous appréciez dans une montre, ce que vous n'appréciez pas. Et ensuite, quand il s'agira de mettre des sommes d'argent plus conséquentes, dans une montre, là, vous le ferez davantage en connaissance de cause. Sa première montre, évidemment qu'on peut la garder, qu'on peut l'apprécier toute une vie, etc. Mais elle sera certainement différente des montres qui viendront par la suite, tout simplement parce que, l'œil s'est forgé, la connaissance aussi, et ça devient ça change un petit peu votre perception sur les montres, et c'est important encore une fois de prendre le temps. Et finalement, quand on est dans l'horlogerie, c'est tout à fait logique d'une certaine manière de prendre le temps. Alors j'ai envie de revenir sur l'authenticité, parce qu'évidemment c'est quelque chose d'important. Là, évidemment, je parlais de ne pas acheter de contrefaçon, mais des fois, on ne sait pas qu'on achète une contrefaçon ou une montre qui va pas être entièrement authentique. Et c'est tout l'importance de passer son temps et d'étudier un petit peu la montre qu'on veut acheter. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Soit vous achetez une montre neuve, il n'y a pas de souci. Si vous l'achetez auprès d'un marchand reconnu, un vendeur officiel, un distributeur officiel. Soit dans le cadre de montres vintage, vous pouvez l'acheter là aussi auprès d'un revendeur, et là il faut s'assurer que le revendeur est sérieux, et il en existe énormément. Mais voilà, c'est ça qui va être le plus important, ça va être de s'assurer du sérieux du revendeur. Ou ensuite vous avez l'option, quand vous cherchez un petit peu par vous-même et que vous passez pas par un revendeur établi, que vous achetez mettons à un particulier, aux enchères, sur internet, etc. C'est là que ça devient important. Vous
finalement d'être vous-même l'expert. Et c'est ça qui est intéressant quand vous recherchez un modèle, vous apprenez un petit peu ses spécificités, etc. Parce que le modèle vous intéresse pour commencer. Finalement, petit à petit, vous allez vous bâtir vous-même une expertise sur ce modèle-là, et vous saurez tout de suite distinguer une contrefaçon d'un modèle authentique dans la plupart des cas. C'est très important d'avoir déguisé cet œil-là et de savoir un petit peu repérer les montres qui seraient un petit peu mauvaises, contrefaites, ou tout simplement qui seraient pas dans un état irréprochable. Et là aussi, c'est hyper important d'acheter une montre qui soit dans un très bon état. Puis une bonne manière de se forger l'œil, de pouvoir comparer, c'est tout simplement de jouer au jeu des erreurs, des 7 erreurs, avec un catalogue de ventes aux enchères d'une maison réputée, ou par exemple un listing en ligne d'un marchand lui aussi réputé, où là vous pouvez pas questionner l'authenticité. Vous allez pouvoir bénéficier de photos généralement de très haute qualité d'une montre authentique que vous allez pouvoir ensuite comparer. Et puis alors, toujours dans l'authenticité, quelque chose que je vois de plus en plus, ça va être tout ce qui va être les cadrans qui vont être refaits ou qui vont être repeints. Là, il faut faire très attention. Alors, c'est souvent dans le cadre des montres vintage. Vous allez voir des cadrans qui sont presque trop beaux pour être vrais. 9 fois sur 10, ça va être un cadran qui va être repeint. Et ça va perdre entièrement sa valeur. On peut considérer que ce sont des montres qui sont plus vraiment authentiques, parce que voilà, ça n'a pas été la plupart du temps repeint par la marque elle-même. Ça va être une sorte d'horloger qui aura bidouillé un petit peu. Et là, voilà, vous allez vous retrouver avec une montre où vous verrez en fait des défauts. Vous verrez que les inscriptions ne sont pas exactement telles qu'il faudrait qu'elles le soient, même si l'aspect général est plus neuf. Finalement, vous allez retrouver avec une montre qui est fausse, qui est bidouillée, et qui là aussi, une fois que vous l'aurez remarqué, vous serez avec la montre encore une fois sur les bras. Vous pourrez pas la revendre parce qu'il s'agirait pas d'arnaquer quelqu'un d'autre à votre tour, et vous êtes bien embêté, tout ça parce que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas fait vos devoirs, comme je disais tout à l'heure. Autre chose à prendre en compte, ça va être d'anticiper les frais d'entretien. Voilà, je vous disais tout à l'heure, je considère que c'est mieux de prendre son mal en patience, de mettre de l'argent de côté petit à petit, puis d'acquérir et d'accéder à la montre de ses rêves. Il faut néanmoins pas entre guillemets boxer au-dessus de sa catégorie et se retrouver avec une montre où on aura des frais d'entretien qui seront exorbitants. Je vois souvent des collectionneurs qui sont complètement désemparés dès qu'ils voient arriver le premier devis, quand leur montre se met à dérailler, qu'il faut envisager un entretien, et qu'ils voient des devis à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur des montres qui sont qui peuvent avoir acheté pour je sais pas, quelques milliers d'euros. Là tout de suite ça va paraître une super somme à débourser, et c'est vrai, mais ça vous pouvez le savoir en amont. Vous pouvez savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Les marques affichent leurs tarifs d'entretien. C'est important de le savoir et de le prendre en compte quand on fait son achat. Bon, après, j'avais déjà parlé de l'entretien des montres, j'avais déjà fait un épisode dédié là-dessus, et ces prix-là peuvent s'expliquer. Évidemment, il y a plein de choses qui expliquent le prix, et puis vous n'êtes pas censé faire des entretiens tous les ans non plus. Mais voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte. Il y a plusieurs, on va dire, frais liés à l'entretien d'une montre. Ça peut même être une chose toute bête comme le prix d'un bracelet, si vous tenez absolument à l'acheter chez la marque. Vous pouvez tout à fait aussi acheter des bracelets sans marque, de qualité, en cuir authentique, etc., à des prix moins chers, mais vous pouvez aussi vouloir faire les choses bien entre guillemets, et puis l'acheter directement auprès de la marque pour avoir le même bracelet que le bracelet original. Mais toutes ces choses-là vont avoir un prix, et il faut le prendre en considération. En parlant d'entretien, et je vais finir là-dessus, ça va être mon dernier conseil, ça va être de ne pas acheter une montre qui sera justement impossible à entretenir, tout simplement parce que la marque n'existe plus, et ou que le mouvement utilisé est trop particulier. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui peuvent ne plus exister, mais qui emboîtaient des mouvements qui sont connus de tous et dont on peut s'approvisionner en composants. Mais des fois, ce n'est pas le cas, et vous allez vous retrouver avec une montre où au
premier pépin, bah là ça sera quasiment mission impossible pour le faire réviser, parce que déjà vous aurez pas de marque auprès de qui vous adressez, et les horlogers que vous allez rencontrer, pour la plupart ne seront juste tout simplement pas en mesure de trouver les composants qui seraient endommagés, qui auraient besoin d'être remplacés. À ce sujet, voilà, c'est important aussi d'avoir quand vous achetez des montres plutôt vintage, qui sont pas toujours encore révisables par la marque en elle-même, d'avoir un horloger, de connaître un horloger, de savoir auprès de qui s'adresser quand vous avez un pépin avec une montre, parce qu'on peut toujours, justement, quand on ne prend pas une de ces montres complètement tombée dans l'oubli et puis unique et trop spéciale, on peut toujours retrouver des composants. Ça prend du temps, mais voilà, on peut les racheter des stocks de composants ou des composants individuellement, se fournir. Voilà, un bon horloger saura mettre la main sur un composant comme ça demandé. Voilà donc une petite liste de conseils à prendre en compte quand on achète une montre, souvent une de ces premières montres. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra d'envisager un petit peu plus sereinement un prochain achat horloger. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.